Bonjour tout le monde, bienvenue à la quatrième épisode de Origine boréale. Les trois premiers épisodes, je vous ai parlé de l'histoire de la colonisation et le début de la population dans le Pontiac, surtout sur l'histoire franco-pontoise, mais aussi l'histoire générale et le développement, le début, la colonisation. Avant ça, j'ai parlé de l'industrie forestière, les barons, les bûcherons, les draveurs, toutes ces choses-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de tout, mais une chose que je vous ai promis de vous partager les livres qui m'ont vraiment aidé à connaître la réalité derrière les camps de bûcherons et aussi les draveurs. C'est mon épouse qui m'a acheté ça comme cadeau de Noël l'an dernier. Et puis, c'est sur la vie dans les camps de bûcherons au temps de la Pitoune. L'auteur, c'est Raymond Baudouin. Et oui, les Baudouins sont partout au Québec, même dans l'histoire des chantiers. Donc, son livre, c'est un formidable ouvrage. Le voici. Donc, c'est un beau butin. Il n'est pas ben épais, beaucoup, rempli de belles images. C'est des témoignages de sa famille, un peu d'histoire de tout, de, des chantiers. C'est là que j'ai découvert le monde de mes arrière-grands-pères, de mon grand-père, aussi de mes grands-oncles, qui sont allés travailler dans les chantiers. Et puis, c'est des choses que, oui, j'étais assis à écouter des histoires, tout ça, dans ma famille, lors des rencontres des veillées, choses comme ça. Mais, je sais pas, j'ai peut-être manqué des bouts, j'ai peut-être oublié. Mais là-dedans, on parle même, c'était quoi le salaire des bûcherons? Ils étaient payés comment, ces bûcherons-là? C'était quoi les conditions qu'ils vivaient dedans? C'est là que j'ai découvert le monde aussi du charretier. J'ai un oncle, j'en parle souvent, mon grand-oncle Daniel Saint-Aubin. On va revenir là-dessus. J'ai quelque chose de vraiment spécial au niveau de sa jeunesse. Donc, il a été charretier dans les chantiers. Puis dans ce livre-là, on parle de la vie de tout le monde. Tout le monde avait leur job. Et puis, charretier, ça en était un. Un autre livre qui m'a vraiment aidé, parce que aussi la drave faisait partie de ma famille, l'histoire de ma famille, des choses comme ça. Et elle a écrit un autre livre, c'est Il était une fois des draveurs. Très bon livre. Même si c'est pas de la région d'ici, c'est la même réalité. Parce que partout au Québec, puis à travers le Canada, mais surtout au Québec, la vie de chantier était très semblable d'une région à l'autre, que ce soit de la Haute-Gatineau, dans le Pontiac, en Témiscamingue, dans la Mauricie, sur la Côte-Nord, dans la Gaspésie. Oui, il y avait des chantiers de bûcherons dans la Gaspésie. Et puis, c'est important parce que ça reflète que ça faisait partie de la réalité de nombreux euh, gens qui allaient travailler, les hommes qui allaient travailler dans les chantiers. Donc, ces deux livres-là, ces deux bottins-là, je voulais vous le partager. Et aussi, mais on parle des temps des fêtes. Et moi, je suis un gourmand. Hein, je m'en cache pas. J'adore cuisiner. Ceux qui me suivent sur Facebook, là, tu sais, hier, j'ai fait des fèves au lard. Et puis, en tout cas, je peux m'en vanter. Il était bonne. Puis, donc, c'est ça. C'est un autre livre que Madame Baudouin, Raymond Baudouin, elle a écrit. C'est Recettes des chantiers, miettes d'histoire. Et voilà. Et puis, c'est là que j'ai trouvé la recette. Je faisais la recette de ma mère au niveau des fèves au lard, hein, les bines. Et puis, j'avais été toujours intéressé. Puis, en cause que j'ai fait un peu de. J'ai lu, j'ai tombé sur son livre parce qu'il y a plein de recettes que je voulais avoir. Puis, juste le fait de. Tu sais, ça fait ça fait cuisine, ça fait maison. Tu sais. Ceux qui appartiennent des livres de recettes, là, tu sais, ça commence à disparaître, mais parce qu'on peut aller sur Internet et trouver des belles recettes, je le fais moi aussi, mais avoir un livre de recettes, je sais pas, ça agrémente la cuisine, ça amène un côté chaleureux, un livre, tu sais, quelque chose de. En tout cas. Donc, c'est ça. Il y a une recette là-dedans. Et c'est cette recette-là que je fais depuis quelque temps. J'ai acheté quelques petites affaires différentes en voyant d'autres recettes. J'ai dit, OK, je pense que je vais juste adapter quelques petites affaires.
puis, parce que je me suis aussi basé sur une vieille à cause de ce livre-là, à cause de l'histoire de la fève au lard au Québec, j'ai trouvé la recette qui date de la Nouvelle-France. C'est une des choses que les Français ont portées, c'est les fèves au lard. Les fèves au lard. Et puis cette recette-là, très semblable. C'est les mêmes épices, choses comme ça. Mais c'est en fait un petit peu plus différent au niveau de la cuisson. Puis j'ai déjà expliqué, ma mère, elle était le genre son temps était limité. Puis elle était très débrouillarde. Ouais. Et puis, elle m'a montré comment faire des bins. J'ai déjà partagé ça sur mon Facebook. Ma mère, elle faisait pas saucer les fèves pendant toute une soirée ou une journée et demie. Là, elle faisait pas ça. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'est elle me l'a montré. Elle fait bouillir ses bines bien proche, 45 minutes, 1 heure de temps. Peut-être pas 1 heure, mais proche. Puis le truc, c'est quand que tu brasses, faut que tu brasses, puis tu amènes les bines à l'ébullition. Faut que ça bouille. Puis tu brasses, puis une fois de temps en temps, tu mets ta cuillère, puis tu souffles de même comme ça. Puis si la petite peau de la fève elle soulève, se détache, sont prêtes à la cuisson. Fait que là, on les sort, les rince, pas trop fort, les rince. Et après ça, on fait les fèves comme qu'on les fait normalement. Tout le monde peut faire ça. Vous avez sûrement vos propres recettes aussi. Donc, vous mettez vos ingrédients, vous mettez au four 1 heure, 2 heures, avec dépendant comment ce que vous faites, et c'est quoi votre technique de cuisson. Vous autres, c'est-tu de la cuisson lente? Est-ce que c'est de la cuisson rapide? Des choses comme ça. Il y a plein de trucs là, au niveau des fèves aujourd'hui, des bines. Donc, c'est ça. Ma mère mettait au début, elle mettait ça dans un gros chaudron en fonte, dans le four. Puis à un moment donné, les rôtissoirs là, en tôle là, ovale, là, mais elle faisait aussi des bines là-dedans. Mais que dépendant qu'est-ce qu'elle avait ou qu'elle faisait au niveau de la cuisson, elle utilisait un des deux plats, mais à la fin, c'était pas mal le chaudron, pas le chaudron, le rôtissoir en tôle émaillé, le noir avec des petits picots blancs. Là. J'en ai deux chez moi. Puis. Donc, si c'était pas la dinde qui était dedans, mais ça peut être les bines qui étaient dans le chaudron. Pendant les fêtes, c'est ça. Elle faisait toujours des bines pour les fêtes, pendant des fêtes. Je l'ai fait hier. Et puis, mes garçons sont tombés dedans. Puis, je crois qu'il va falloir que j'en fasse d'autres. Oui, parce que mes garçons adorent ça aussi, les bines. Et puis, plus que la moitié est partie juste hier soir. Elle était fraîche, était chaude, tu sais. Puis, j'ai dit, garde les gars, si vous voulez vous servir, allez vous servir de bines. Donc, ils se sont servis. C'est là pour ça. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. C'est ces 3 livres-là de Madame Baudouin. Très bons livres, de très bonnes sources. Donc, c'est ça. Fait que je voulais partager ça. Pour moi, c'est quelque chose. Puis, la bouffe, la nourriture, j'ai fait aussi des tortillères. La tortillère, j'ai appris quelque chose. Tu sais, on a la tortillère du lac Saint-Jean. Il y a le sea pie. Puis, il y a la tortillère qu'on connaît, là, les fameux, en anglais, on appelle ça des meat pies. Là, tu sais, Puis, j'ai appris quelque chose. J'ai fait une petite recherche. Et puis, tourtière, ça vient du mot tourte. C'est un oiseau. Il y en avait plein ici au Québec. Puis, c'est ça qu'on mettait dans la tourtière. Et puis, à un moment donné, on la chassait trop, puis, ben oui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de tourte. Donc, maintenant, on l'a remplacé par du porc. Donc, il y a plusieurs personnes qui me disent, ah, ben moi, je fais juste des tourtières avec du porc. Ma mère, elle faisait un mélange de porc et bœuf. Euh, Moi, j'ai commencé à faire des tourtières au porc. Puis avec le temps, j'ai appris, parce que souvent les gens disaient, les anciens vont dire, c'était fort sur l'estomac, hein, c'est fort. Tu sais, la nourriture peut être forte. Tu sais, on va dire, c'est pesant sur l'estomac. Donc, je vais chercher du porc, mais mi-maigre. Fait que, à l'époque, je ne sais pas, parce que les gens mettaient du porc peut-être vraiment gras, parce que souvent, les gens faisaient faire tuer un cochon,
tard l'automne, et puis, ben, il prenait qu'est-ce qu'il y avait, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est un peu ma une petite pensée là-dessus, mais ma mère faisait un mélange de porc et de bœuf. Il y en a qui aiment ça beaucoup épicé, beaucoup de clous de girofle, il y en a qui n'aiment pas ça. Je fais aussi du croton. J'adore le croton. Chez nous, ma mère n'en faisait pas nécessairement, on l'achetait, là, un petit bocal. Puis je me suis dit, je suis décidé, parce que j'adore ça, je dis, ça va me coûter moins cher de faire mon propre croton. Puis en réalité, oui, ça coûte moins cher. Puis on peut ajouter, on peut changer, on peut tweaker votre croton. Donc, si ceux et celles qui veulent peut-être avoir ma recette, je peux partager. Ma recette n'est pas secrète, elle vient de quelqu'un d'autre. Donc, je peux partager la recette de cette personne-là en lien dans la description en bas. Donc, si ça vous intéresse, je vais le partager. Euh, donc, revenir à l'histoire de la bouffe, comme la bouffe en général, temps des fêtes, ça fait partie. Mon père, lui, quand j'étais jeune, à la fin, il ne le faisait plus, mais il allait acheter un bloc de fromage, ce qu'il appelle une toupie, là, mais des fois un quart de toupie. Une toupie, c'est un fromage rond, traditionnel, là. Et puis, donc, pour lui, ça, le bloc de fromage était important, même à un moment donné, quand j'étais jeune. Donc, vous avez sûrement plein de traditions, plein de trucs que vous partagez, vous avez en tant que famille, en tant que personne aussi. Ma mère commençait sa cuisson des temps des fêtes au début de décembre. Elle faisait beaucoup de biscuits. Nous autres, on appelle ça, puis moi j'appelle ça encore des galettes. Les galettes Amlas, les jam, là, tu sais, les galettes avec la confiture entre les deux galettes, là. Elle faisait des galettes au sucre, des galettes blanches. Elle faisait gâteau chômeur. Elle faisait pas beaucoup de gâteaux comme tel, tu sais. De la tarte, on en faisait. Des tourtières et de la tarte, là. Euh, les tartes, c'était planifié. L'été, quand elle ramassait ses fraises, ses framboises et ses fruits, c'était pour faire ses tartes pour le temps des fêtes. Elle en gardait aussi pour faire de la confiture maison. On en faisait pendant les récoltes, mais une grosse partie, elle congelait. L'avantage qu'on a eu, puis qu'on a encore aujourd'hui, c'est les congélateurs. Donc, congelait ses fruits qu'on ramassait. Aujourd'hui, on peut aller, on peut aller à l'épicerie et déjà acheter nos fruits congelés. Pas besoin d'aller dans la grande chaleur au mois d'août, au mois de juillet, ramasser les fruits de champ, là, les framboises, les mûres, puis les bleuets. Donc, les fraises au début de juin, mi-juin, là. Donc, c'est vraiment ça, les traditions que j'avais. Moi-même, quand je trouvais le temps long, quand j'étais jeune, pendant les vacances d'été, au début des vacances, ma mère me donnait un petit contenant de margarine vide, là, tu sais, le jaune, là. Et puis, il y avait un petit champ devant chez nous, puis elle me dit, ben, va nous ramasser des fraises de champ. Elles sont tout petites, là. Hein, ça, c'est tout petit. Puis j'en ramassais, puis elle me faisait le plaisir, elle nous faisait une belle tarte avec ça, puis c'était super bon. Donc, ça a un goût spécial, ces petites fraises-là. Donc, c'est ça. Vos traditions, c'est quoi? Des choses comme ça. Vous pouvez aussi le partager en commentaire. Et puis, j'aimerais ça savoir, puis qu'on partage ces traditions-là. Donc, une autre chose. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est toute la question, je vous ai parlé du rôle de l'Église, parce que le temps des fêtes aussi, euh, on parle on parle parce que Noël, hein, on pense c'est la naissance de Jésus, c'est un moment important au niveau du christianisme. Et puis, moi, j'ai eu la chance de vivre les messes de minuit. Euh, C'est c'est une tradition qui est en train de disparaître. Puis il manque de curé. Puis là, le curé dit, ben OK, cette année, c'est telle paroisse qui va faire la messe de minuit. Les autres sont à différentes heures de la journée, le lendemain. Choses comme ça. Donc, oui, il y en a qui n'ont pas de messe de minuit parce qu'il manque de curé. Tu sais. Donc, c'est important de le mentionner. J'ai vécu ça. Nous autres, excusez-moi, le chien du voisin jappe si vous l'attendez, là. Euh, nous autres, on réveillonnait après la messe de minuit. Fait qu'on allait se coucher en après-midi. Ben, on essayait parce qu'on était excités. Hein. Après ça, on avait de la grignotine. On mangeait pas beaucoup parce qu'on voulait pas gaspiller le repas du réveillon.
Donc, après ça, vers 10h, 11h, on était fatigués, là, tu sais. Puis là, on s'en allait à la messe de minuit. Fait qu'on on se préparait, on se rendait à la messe. Ma mère, elle restait à la maison pour préparer le réveillon. Là, on allait avec mon père. Ma mère, des fois, elle venait, mais c'était souvent avec mon père, ma soeur, mes deux frères. Puis, on allait à la messe de minuit, puis on revenait, puis on avait un réveillon qui nous attendait. On avait aussi de la visite pendant les temps des fêtes. J'avais ma tante Bernadette. Elle a passé, elle habitait en ville, puis elle visitait sa famille ici. Et puis, elle couchait chez mes parents, elle couchait chez nous. Puis, elle était souvent au début, là, ben, pas au début, mais elle était plusieurs fois à notre réveillon, notre repas de réveillon. Et puis, ça me manque l'odeur, l'esprit de temps des fêtes. Puis, c'était vraiment quelque chose, c'était magique. Pas encore, c'était juste enfant, mais chez les adultes, il y avait un côté magique. C'était le côté où on se rencontrait, on se visitait, puis on se partageait l'amour, tu sais. On se partageait le- la joie, le temps des fêtes de se réunir. Fait que c'est important de maintenir cette tradition-là. Fait que l'Église a joué dans ma famille un grand rôle à ce niveau-là. Euh, donc, aussi pour montrer un peu, je vous ai parlé de la colonisation, choses comme ça. Je ne vais pas aller trop en détail, mais le Pontiac a vécu les règlements 17 à travers du diocèse de Pembroke. Puis on connaît toute l'histoire là-dessus. Les Franco-Pontiens, on a finalement notre livre d'histoire, notre propre histoire, parce que souvent les gens disent, mais pourquoi que les francophones du Pontiac sont comme ci? Pourquoi qu'il y a un genre de différentes manières de penser, puis tu sais, il y a quelque chose Mais le livre des Sacrifiés de la Bonne Entente qui a été écrit par Luc Bouvier euh, en parle long et large de cette situation-là. Et puis, qu'est-ce qui m'a impressionné? Euh, j'ai déjà entendu parler que souvent, il n'y avait pas d'enseignante en français pour les écoles de rang. Il n'y avait personne pour remplir, enseigner en français. Donc, souvent, c'était un institut anglophone. Puis, disons que qui était responsable de l'éducation à cette époque-là, c'était l'Église. Au début, on parle de 1918-1920, juste pendant la période de règlement 17. Il y a eu des braves clergés. Puis, tu sais, on peut critiquer le clergé à long et large pour plein de choses, mais je peux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Je peux pas généraliser à ce niveau-là. Il y avait des clergés dans le Pontiac, même avec un diocèse, puis à l'époque avec une approche très anglophone, puis avec le règlement 17. Il y a des curés qui ont fait un petit effort pour aider les familles canadiennes françaises, les familles franco-pontoises. Donc, euh, j'ai- c'est un peu bizarre de parler parce que ma mère, elle m'a donné un paquet de vieux livres. Elle dit ça, ces livres-là appartenant à ta grand-mère et puis à ton arrière-grand-mère. Et puis, j'ai pas été plus loin que ça. Puis, je connaissais pas à l'époque l'histoire, là. Le livre n'a pas été écrit, tout ça. Puis, elle m'a donné ça ici. Elle a un livre ici. OK? Donc, ça s'appelle La rédaction française. Donc, ça vient de l'école primaire élémentaire, cours supérieur. Et puis, c'est un vieux livre. Vous voyez, là, c'est vraiment vieux. Oup, oup, oup. Je ne vais pas faire tomber ce livre-là. Lui est aussi vieux que lui. Et puis, c'est le livre de l'institutrice. C'est pour enseigner le français. Fait que c'est. Puis à l'époque, il y avait presque pas d'enseignantes en français dans les écoles de rang. Là, à l'époque que je vous parle, le règlement 17 puis tout ça, le Pontiac a vécu ça. Là. Puis c'est notre histoire qu'on veut pas on veut pas parler. Des fois, on essaye de le jeter en dessous du tapis, mais je vous le dis, ça vaut la peine. Il est accessible en ligne grâce à la maison d'édition Pièce sur Pièce. Ils ont réédité le livre parce que le livre a été édité pour la première fois par l'Action nationale, la revue. Et puis, c'est le Comité d'action francophone qui avait fait la demande au ministère de Culture et Communication auprès de la ministre Louise Baudouin pour créer un livre d'histoire
faire une genre d'étude sur la situation historique et globale des francophones du Pontiac. Et puis, on a embauché, ben, c'est nous qui avons embauché Luc Bouvier avec l'Action nationale. L'Action nationale a ensuite édité le livre. Et le livre il y avait plus, on n'a pas républié. Puis là, c'est la maison d'édition Pièce sur Pièce qui en a entrepris ça avec Madame Leroux. Donc, je vais saluer Madame Leroux pour ce geste-là. C'est important parce qu'il ne faut pas que cette histoire-là tombe dans l'oubli. Hein. C'est très important. Donc, là, je commence à faire 1 plus 1 plus 2 plus 3, puis je commence à faire des liens. Puis j'ai dit, comment ça se fait que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère avait ce livre-là? Parce que sûrement, elle n'avait pas beaucoup d'éducation. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Un des deux bords des Saint-Aubin. Okay. Donc, elle s'est mis la main là-dessus comment? Donc, il fallait que soit que tu le commandais par la poste ou il y a quelqu'un qui te filait quelques affaires. Moi, j'ai l'impression que ça a été filé. Okay? Ça a été donné par quelqu'un. Je vais vous parler de ça dans quelques minutes. Un autre livre, mon père adorait, c'est L'Amona du peuple. L'Almanach du peuple. Lui, il appelle ça L'Amona du peuple. C'est l'édition de 1900. Donc, c'est le livre qui a été publié en juillet, c'était en 1900. Je le garde dans le plastique parce que c'est incroyable. Il n'y a pas il y a pas la couverture. C'est encore impressionnant qu'est-ce qui se faisait. Puis ma mère avait dit quand ils ont arrêté de faire la publication de la monnaie du peuple, Beauchamp, mon grand-père n'était pas content. Et puis, c'était la fin d'une ancienne tradition. C'était le livre du Québec. Il y avait quelque chose dans ce livre-là. Tu sais, il y avait vraiment de l'enracinement. C'était pour... En tout cas, si vous avez la chance d'aller fouiller des fouilles à Internet sur des anciennes copies, je vous encourage. Donc, chez nous, c'est ça. C'est ce livre-là. Mais, je vous ai parlé de mon oncle Daniel. Hein? Donc, mon oncle Daniel, lui, a vécu à l'époque du règlement 17. Fait qu'il a sûrement eu pas d'enseignant ou d'enseignante qui est venu, qui avait peut-être pas toujours l'accès. Puis mon oncle pouvait lire à peine, il pouvait compter à peine. Il pouvait à peine lire, mais en tout cas. Donc, dans les paquets de livres que ma mère m'a donnés, elle dit, il y a un livre là-dedans, là, très important, c'est un livre d'école, puis c'est à mon oncle Daniel, c'est à mon oncle Dan. Le voilà. OK? Donc, tous les livres que j'ai montrés, le livre de l'institutrice, les phrases, toute la grammaire, toutes les pratiques de grammaire, c'est très religieux. C'est pieux. Hein? Donc, la même chose ici, on parle, c'est des petits textes. Regardez, de là, je vous ouvre une page, puis qu'est-ce qu'on voit? OK? Faut pas que je l'ouvre trop beaucoup, il est vraiment vieux. Je peux vous montrer la preuve, là, que c'est à mon oncle Daniel. Je vais vous l'ouvrir, là, il est fatigué le livre, là. Et voilà. OK? Il y avait 10 ans. En 1931, il y avait 10 ans. Et puis, donc, il y a plein de choses, c'est très religieux au niveau, parce que ça, c'est pour le lexique, c'est pour apprendre les mots, apprendre à lire, des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment, regardez, je vais vous montrer ça, là. Je vais vous faire attention, là. Et voilà, tu sais. Donc, pour apprendre à lire puis à prononcer des mots. Donc, voici un petit texte, là. Excusez-moi, là, si j'ai de la misère à lire, là, mais le clergé charitable de l'Église, Oliva, lira une fable drôle. OK? Fait que c'est des petites phrases, là, un après l'autre. Une autre place. Ah oui. La plume du vénérable évêque. Donc, imaginez-vous, votre livre de grand-mère à tous les jours vous parle de votre religion, de votre... Ouf, c'est intense, là. Fait que, en tout cas, il y a un autre. Mon Jésus est mort sur la croix. C'est des petites phrases là en dessous. Le sapin reste toujours vert. L'autre phrase. Il a déjà des joujoux précieux.
C'est agréable. C'est l'agréable mois des fleurs. En tout cas, ça continue. C'était des petites phrases, il fallait qu'ils apprennent, dire les syllabes, choses comme ça. Donc, voyez-vous, à chaque deux, trois phrases, il y avait une connotation religieuse. Donc, mais il y avait 10 ans, mon oncle. OK? Puis si on regarde aujourd'hui, ceux et celles qui ont des petits garçons, là, OK? Euh, mon oncle Daniel, il s'est mis à dessiner dans ce livre-là. Il a barbouillé un peu sur la couverture. Il a fait un peu de l'art phallique. Donc, un peu partout là-dedans. Euh, donc, c'est un peu. Il n'y a pas d'âge, hein? Il y a pas d'époque pour ces affaires-là. Tu sais, quand t'es ado, t'es jeune. C'est- en tout cas, ça me fait rire. Donc, en tout cas, je me suis mis à penser, puis je m'en souviens des histoires que j'entendais. Il n'y avait pas nécessairement toujours une institutrice qui pouvait enseigner en français. C'est venu plus tard. Ma mère a connu l'école d'une classe, là, tout le monde dedans, là. Puis là, je suis tombé sur une carte pieuse. C'est, j'aimerais ça parce que je le trouve pas. Il y a un petit livre, j'aurais aimé vous montrer. Il parle de, c'est, 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 c'est un petit livre où tu es dans les chantiers, puis c'est ta messe, parce que le curé, tu n'avais pas nécessairement la chance d'aller en messe pendant que tu étais au chantier. Donc, c'est un petit livre, c'est vraiment la messe, tu pouvais te faire la messe. Donc, à chaque dimanche, tu t'assoyais, puis c'est vraiment par semaine. En tout cas, c'est pas mal cool. Puis, j'ai dit, OK, mais où viennent ces livres-là? Parce que souvent, il faut qu'il y ait une source. Fait que, est-ce que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents commandaient ça par la poste? Je doute. Parce qu'il n'y avait pas nécessairement des sous. Donc, j'ai trouvé cette carte-là. Puis j'ai plein de vieilles cartes pieuses comme ça qui étaient retrouvées dans les boîtes. Puis ça appartenait à mes grands-parents, arrière-grands-parents. Donc ici, c'est une carte pieuse de Saint-Charles-Borromée, d'Otterlick, mon village natal, dont mes comptes le canton du lac Loutré. Cette carte a été donnée le 19 au 26 juillet 1925 par le père Léon et Poirot de Rédemptoriste à la demande du père Martineau, curé. Donc, le père Martineau, c'était le curé de Dotterley en 1925. Et puis, là, j'ai fait Ah! Donc, sûrement, à la demande de ses paroissiens, il y a des choses qui se faisaient livrer ou donner aux paroissiens. Puis n'oubliez pas, à l'époque, on faisait des visites paroissiales. Donc, je suis sûr que les livres que j'ai trouvés, ma mère a dit, perdez pas ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup. Je me suis fait dire que ça a une valeur historique familiale. Puis là, je commence à réaliser que oui, oui, je suis en train de m'assurer que mes livres ne tombent pas par terre. Donc, c'est important. Le, même s'il n'y avait pas beaucoup d'écoles, même s'il n'y avait pas beaucoup d'éducation, la volonté de vivre et parler en français était toujours là, chez nous, dans le Pontiac. Et puis, euh, on avait des livres de recettes chez nous qui dataient de longtemps. Puis je m'en souviens maintenant, j'ai quelques pages que ma mère m'a données, qui m'a permis de prendre. Puis c'est les livres de recettes de ma grand-mère. OK? Donc, attends une seconde. C'est qu'est-ce qui reste, parce qu'il y avait beaucoup plus que ça. Et bien, sont les vieilles pages. Donc, les voilà. Je vais vous montrer. C'est l'écriture de ma grand-mère. OK? C'est vraiment des vieilles recettes. Donc, là. Et voilà, et voilà. Donc, si je regarde les recettes, des fois, il y a quelques mots en anglais dedans. Des fois, le titre de la recette est en anglais, mais la recette est écrite par elle à main. Attends une seconde, j'ai trouvé une belle recette l'autre jour. Je vais vous donner un exemple, comment est-ce qu'elle écrivait ses recettes. Oh, mais regardez, ça tombe bien. Gâteau de Noël. Vous connaissez ça, hein, les gâteaux de Noël? Donc, gâteau de Noël double. 3 étapes. 4 tasses de sucre brun, 1 tasse de graisse ou de beurre,
6 œufs battus ensemble, 2 tasses de melasse, 2 huitièmes, c'est calculé ça, thé soda, de soda, ok, excusez, j'ai la misère un peu à lire son écriture. Elle écrivait, ma mère écrivait, il y a une écriture semblable. Après ça, l'eau chaude, une cuillerée à thé de clous de girofle, de cannelle, de muscade, une tasse de raisin sec, poudre à pâtre, ok. Cuillère, cuillère. Ah, il faut brasser ça avec une cuillère chaude. Ok, ça doit être parce que peut-être le beurre n'a pas ramolli. Ça continue là-bas. Non, ça c'est tarte aux œufs. Ah, ça, c'est intéressant. Mais il y a d'autres. Il y a galette aux dattes. En tout cas. Donc, il y a des recettes. J'ai déjà regardé, mais là, c'est le fun. Puis, à un moment donné, là, je ne le trouve pas là. Il y a une recette, c'est écrit à la main. On sort est ici, je pense. Vraiment fragile, ces pages-là. C'est écrit motif anglais, là, tu sais. Mais les mots anglais, c'est juste un mot. Le reste est écrit en français. Fait que c'est important de mentionner, tu sais, que même dans nos recettes, même dans notre manière de faire les choses, c'est important. C'était écrit en français. Puis, il y a des fautes, parce qu'il ne faut pas oublier, les gens en moyenne à 26e année, même c'est 9e année max. Donc, c'est important de mentionner qu'il y avait encore, en regardant des recettes, il y a cette volonté de faire les choses en français. Puis on faisait l'effort d'aller chercher des livres. Puis là, j'ai pu comprendre, c'est à travers du clergé, certains clergés, parce que même à l'île du Grand-Calumet, il y a eu le scandale du cœur Chambaud. Hein? Fait que dans le livre des sacrifiés de la bonne entente, on parle. Fait qu'il y avait des clergés qui étaient là pour aider les Canadiens français à l'époque. Oubliez pas, il y avait un évêque, le premier évêque de Pembroke, c'était un Canadien français, c'était un Québécois. C'était un des premiers Québécois de prendre une position de diocèse, parce que de la conquête jusqu'en 1820-30, on allait chercher le clergé en Europe. Des clergés, parce qu'il n'y en avait presque pas. Il y avait des séminaires qui étaient construits, tout ça. Mais après la conquête, il y a eu un genre de coupage, là. Là, après ça, on est allé chercher le clergé. On a même plus tard, aussi en même temps, cherché le clergé irlandais. Et là, la chicane, là, il y a eu une chicane interne là-dessus. Donc, tout ça fait partie de notre histoire locale. Il ne faut pas s'en cacher. Il ne faut pas voir ça comme négativement. Ça fait partie de ce qui nous a forgé, pourquoi qu'il y a certaines choses, certaines manières de voir les choses qui peuvent être différentes dans le Pontiac qu'ailleurs. Puis il y a souvent qu'on a des ressemblances puis des liens avec d'autres régions du Québec. Tu sais, souvent j'entends dire le Québec veut rien savoir, il n'a rien fait pour les francophones du Pontiac, mais désolé, c'est qui le plus grand employeur du Pontiac? Il ne faut pas oublier ça. Deuxième chose, les livres des sacrifiés de la bonne entente, c'est le gouvernement du Québec qui a aidé à subventionner le livre. Donc, pour se donner une histoire, parce qu'on avait une histoire, on savait qu'il y avait quelque chose, puis cette histoire-là a vraiment sorti, puis c'est formidable, les statistiques, là, c'est vraiment un recueil, c'est fait à niveau scientifique, là. Donc, je vous suggère de vous le procurer. Une bonne lecture, vous pouvez le commander en ligne. C'est une bonne lecture peut-être pour les temps des fêtes, ou le mois de janvier, l'hiver, là, tu sais. Donc, je ne parlerai pas plus longtemps que ça. J'espère que vous avez aimé ça. On laissera ça pour une autre fois. Je vais vous parler de d'autres livres et d'autres trucs. Donc, le temps des fêtes, c'est le temps de se recueillir en famille. C'est question de bouffe. Vous voyez, tantôt, je vous ai partagé une recette de ma grand-mère sur gâteau de Noël. J'ai fait ça vite fait, là, il y avait d'autres ingrédients, j'ai coupé ça, là. Mais c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Donc, joyeux Noël et une bonne année. Et puis, je vais peut-être vous faire un petit cadeau entre le temps des fêtes, là. Je mijote quelque chose. Donc, c'est ça. À la prochaine, mes amis. Salut.